les 6 mois, il se passe quelque chose qui change le monde, qui change nos certitudes, de sorte que l'Occident ne sait plus vraiment quelles sont les règles du système international. Ça a été un vrai choc pour l'Allemagne. L'Ukraine et la Crimée, ça a vraiment été un signal d'alarme qui a profondément ébranlé les fondements de la sécurité et de la politique de défense allemande. La menace de M. Poutine, l'extravagance de M. Trump. Pour le moment, il nous manque une réponse stratégique à cela. C'est une obligation que de s'occuper nous-mêmes de notre propre sécurité. On voit bien aujourd'hui que si les Européens ne font pas un certain nombre de choses pour eux-mêmes, dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs, personne ne viendra le faire à notre place. Soit les Européens sont à la hauteur des défis, soit, de toute façon, l'histoire, elle est cruelle, elle ne repasse pas les plats. Et les Européens ont beaucoup d'inquiétudes à se faire sur leur capacité à ce que leur société, leurs valeurs, leur démocratie subsistent dans le XXIe siècle. Mais à quelle défense l'Europe peut-elle prétendre? Véritable saga, la défense européenne est le récit d'une histoire impossible. Malgré quelques avancées, l'Union européenne n'est toujours pas un acteur stratégique efficace, puissant et reconnu comme tel sur la scène internationale. Alors face aux nouvelles menaces, les Européens tentent de mettre sur pied un grand projet de défense et de sécurité qui permettrait à l'Europe d'affirmer son autonomie stratégique. Une ambition sans cesse repoussée, alors serait-ce le moment ou jamais? Au Sahel, sur un territoire aussi vaste que l'Europe, se mène une guerre contre le terrorisme. Les forces françaises, avec certains pays européens, tentent d'endiguer la menace des groupes armés djihadistes. Si l'Union européenne est bien consciente des risques de déstabilisation de la région et des conséquences migratoires, elle n'a toujours pas de vision stratégique de défense commune. Ici, ou sur d'autres crises, l'Europe ne s'est toujours pas affirmée comme une puissance. L'Europe de la défense n'est-elle qu'une histoire de renoncement? Le choix des armes devra-t-il s'imposer? L'Union européenne est une grande puissance économique, mais elle n'a jamais été une puissance militaire, préférant s'en remettre dans ce domaine à son allié américain. Rien ne semblait pouvoir remettre en cause cette alliance jusqu'à ce jour de novembre 2016. I, Donald John Trump, do solemnly swear I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. On aurait pu penser que les Européens allaient se réveiller parce que le continent était menacé par des crises et des conflits. Et en fait, ce qui les a vraiment réveillés, c'est l'élection de Trump et les déclarations un peu à l'emporte-pièce de Trump. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Dans les jours qui suivent, nous avions une assemblée plénière à Strasbourg et je rencontre Madame Mogherini, la haute représentante aux affaires étrangères extérieures de l'Union européenne. Et là, elle-même, spontanément, elle s'adresse à moi et elle me dit le discours du président des États-Unis, c'est une occasion extraordinaire pour l'Europe de la défense. Nous ne pouvons pas sangloter. Après tout, ça fait 40 ans qu'on parle de défense européenne. S'il ouvre la voie à la défense européenne, c'est pas le moment de sangloter. Mais en même temps, on ne doit pas rigoler, si j'ose dire.
parce que soyons conscients de la véritable tragédie existentielle que cela signifie pour nos partenaires. Who's your biggest competitor, your biggest foe globally right now? Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe. Et ça, c'était le deuxième gros choc. Dans un premier temps, l'état de la sécurité européenne s'est complètement transformé. Et notre partenaire militaire et politique semble prendre ses distances vis-à-vis de nous. La relation entre les Allemands et les États-Unis est une relation émotionnelle. Et moi, j'ai vu la manière dont mon collègue allemand a réagi à Washington, au président Trump. Ça a été une réaction qui était extrêmement forte, dont on sentait que c'était une sorte de dépit amoureux. C'est une question que beaucoup d'États en Europe considèrent comme existentielle. Ils pensent qu'une défense européenne sans les USA n'est pas convaincante. On 4 April 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands. Le premier épisode de la défense européenne commence par une histoire américaine. Une alliance pour faire face aux menaces de Staline. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. En réalité, il faut se rappeler qu'après la guerre, quand les Européens ont supplié les Américains d'être là, les Américains ont dit donc il faut réarmer l'Allemagne, qui est quand même en première ligne. Et les autres, à commencer par les Français, disaient non, c'est trop dangereux. Alors les Américains disaient mais c'est pas Hitler, c'est Adenauer, c'est complètement différent. Oui, mais ça nous fait peur quand même. La naissance de la construction européenne se fera sans la défense, mais avec un projet qui fait valeur de symbole, la réconciliation franco-allemande à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Europe est née de la façon la plus stratégique qui soit. Elle est fille de 2 guerres mondiales, plus de 70 millions de morts. Elle se crée à partir des matières les plus stratégiques de l'époque. Intégrer le charbon et l'acier, c'était intégrer l'équivalent du nucléaire militaire aujourd'hui. C'était les matières avec lesquelles on faisait la guerre. Et malgré tout, malgré cette dimension stratégique, l'objectif, c'est de supprimer la guerre, supprimer même la pensée de la guerre et de la pensée stratégique de l'ADN des Européens. Et toute la construction européenne est marquée par cette ambiguïté d'être au départ une construction très politique qui deviendra après la plus apolitique des constructions. Et l'idée de défense européenne est surtout une histoire française. Pour répondre à la demande américaine de réarmer l'Allemagne, la France propose un projet de communauté européenne de défense. Mais les résistances sont trop fortes. Gaullistes et communistes vont s'allier pour que la CED ne voit jamais le jour. L'adoption de la question préalable entraînait le rejet de la CED. Il y a une espèce de grande nostalgie de la CED parfois dans la littérature, mais cette CED, cette communauté européenne de défense, n'avait rien d'européen puisque, in fine, elle était sous commandement américain. Au total, les Américains vont tirer les leçons de cet échec. L'Allemagne sera réarmée, mais dans le cadre de l'OTAN. And in May 1955, the Federal Republic of Western Germany. New allies that brought new strength to NATO. Cinq jours après l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN, le monde apprend la signature du pacte de Varsovie. L'URSS vient de constituer avec les pays qu'elle occupe le bloc de l'Est qui fait face à l'OTAN. À partir de là, les Américains ont dit bon, on revient mais on s'occupe de tout. Parce que vous nous avez déjà engagé 2 fois dans des guerres mondiales, ça suffit comme ça. Et donc, ils contrôlent le système à l'immense satisfaction des Européens. Ce n'est pas contre les Européens, ce n'est pas une forme d'impérialisme. C'est à la demande des Européens. To protect and preserve by vigilance and readiness. These are the aims of the Atlantic Alliance. An alliance for peace. Tout le monde partage cette vision de l'Alliance, mais la France à nouveau se démarque en préférant porter un projet d'autonomie européenne. Elle quitte la structure militaire intégrée de l'OTAN en 1966, mais la répartition des rôles est désormais établie. L'OTAN assure la sécurité des Européens.
La construction européenne assure la prospérité des Européens et elle le fera d'une part avec un succès phénoménal puisque pendant les 30 glorieuses, l'Europe va devenir presque une des premières puissances économiques du monde et elle le fera dans une merveilleuse insouciance, dans une bonne conscience absolue, laissant à d'autres le soin de s'occuper des affaires du monde. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Le nouvel épisode commence avec la fin de la guerre froide. Comment on dit en France? Fraternité, liberté, égalité. L'Europe sort de sa torpeur et repense à cette idée de défense européenne. Il y a eu un vrai questionnement après la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique en 1991. Certains se sont posé la question de la pérennité de l'OTAN, sachant que la raison pour laquelle l'OTAN avait été créée avait disparu. Le contexte stratégique est bouleversé. Et pour la première fois, la question se pose, elle est posée par Mitterrand. Est-ce que les Européens sont en situation, au sortir de la guerre froide, d'être maîtres de leur destin? Ils ont été, pendant des dizaines d'années, les otages du conflit entre les blocs. Cette contrainte, cette étreinte s'est desserrée et ils sont maintenant libres de bâtir quelque chose. À partir de 1991, la Slovénie puis la Croatie proclament leur indépendance. La Yougoslavie se disloque et sombre dans la guerre. À 2 heures de vol de Bruxelles. À partir de ce moment-là, les Européens se rendent compte très vite que les Américains ne sont pas là. Les Français et les Britanniques sont tout seuls au sol au sein de la forte ONU, la force des Nations Unies. L'impuissance des Européens à trouver des solutions à ce conflit apparaît au grand jour. Les Américains, qui pourtant ne voulaient pas s'en mêler, vont mettre tout le monde autour de la table pour signer les accords de Dayton. Et à nouveau, la France tente une percée européenne. Jacques Chirac décide de franchir le Rubicon. Et donc, il annonce très rapidement que, d'un côté, la France va rejoindre la structure militaire de l'OTAN, mais de l'autre, dit-il, qu'il ne le fera que si la structure militaire de l'OTAN est justement plus favorable à la défense européenne. C'est notre alliance que nous devons rénover et consolider. Une alliance qui prenne en compte le poids de l'Europe, sa vocation à prendre en main son destin et à assurer pleinement sa part des responsabilités communes. C'est un échec. Les Français se prennent les pieds dans le tapis, les Américains n'améliorent pas les choses, la négociation traîne et au printemps 97, patatras, la gauche gagne les élections et évidemment la gauche, elle, dès qu'elle arrive au pouvoir, dit hors de question de rejoindre l'OTAN. La suite va se jouer au cœur de l'Autriche, dans la petite station balnéaire de Porstrach. Réunis en sommet, les principaux chefs d'État de l'Union européenne profitent de la quiétude du lac autrichien pour échanger sur le conflit en ex-Yougoslavie. Et c'est Tony Blair qui prend l'initiative. Qu'est-ce que dit en substance Tony Blair? Il dit il va y avoir de plus en plus à l'avenir de situations où les Américains, pour des raisons tout à fait légitimes, ne voudront pas intervenir et où les Européens, eux, auront l'obligation d'être présents militairement, diplomatiquement. Et donc pour ça, ne nous trouvons jamais dans la situation où nous, Français, Britanniques, Néerlandais, Européens, nous étions en Bosnie. Il faut que nous ayons les moyens, de façon autonome, d'intervenir. La plupart de nos partenaires européens ont été extrêmement surpris. Et pourtant, c'était mal connaître le Tony Blair du début. Je le savais pour avoir été auprès de chefs d'état-major particulier du président Chirac. Le Tony Blair était, dans les débuts de son premier mandat, très profondément européen. La petite virée en bateau à Porstrach porte ses fruits. 2 mois plus tard, Jacques Chirac accueille Tony Blair à Saint-Malo. Les accords qui ont été négociés ouvrent des perspectives sans précédent pour la défense européenne. Ce qui est intéressant dans ces accords de Saint-Malo, c'est d'abord que tout y est, si je puis dire.
Il faut que l'Union européenne ait les moyens de peser sur la scène internationale. Il faut qu'elle ait les moyens d'action autonome. Il faut qu'il y ait des forces armées qui soient crédibles. Il faut une industrie de défense technologiquement compétitive. Tout y est. Les niveaux d'ambition, et je me souviens pour les avoir discutés, étaient élevés, mais y compris du côté anglais, notamment en disant il faut une force de 60 000 hommes, enfin des objectifs qui paraissent aujourd'hui hors de portée par rapport à ce concrètement on a pu faire, parce qu'on déclare 60 000 hommes, si on n'en a jamais déplacé ou déployé 5 000 dans une opération de basse intensité, c'est le maximum. Donc là, il y a eu une volonté d'aller loin. On recule, on garde cette distance. Allez, reculez, gardez cette distance. Allez, on recule. Une des grosses difficultés que nous avons connues après Saint-Malo, c'est que ce qui avait été acté sur le papier lors de cette réunion a été en partie détricoté par l'administration britannique. C'est-à-dire qu'ils se sont employés, dès le début, à limiter le plus possible l'ambition de ce projet. Au moment où les accords de Saint-Malo pourraient entrer en vigueur, le monde change de nouveau, de façon spectaculaire, avec les attentats du 11 septembre. Et tout d'un coup, les Anglais, Tony Blair en tête, vont revenir à leur syndrome atlantique traditionnel. La Grande-Bretagne va participer à la guerre en Irak, soutenir la politique de George Bush et revenir à une politique de veto systématique de toute velléité française d'autonomie européenne par rapport à l'OTAN. En dépit du revirement britannique et de leur soutien à la guerre en Irak, les Européens veulent aller encore plus loin en matière de politique de défense et de sécurité. Javier Solana, le haut représentant de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, en fait une priorité de son mandat. 2003 est une année décisive parce que c'est l'année d'une opération autonome de l'Union européenne en République démocratique du Congo, l'opération Artemis, et où on voit que les Européens, alors là avec la France comme nation cadre, nation entraînante, sont capables très vite de mettre en place une force militaire coercitive qui peut résoudre efficacement un conflit quelque part et donc rétablir une situation pour trouver après une solution politique au conflit. À Bruxelles, l'année 2003 se termine par un épisode qui réunit tous les acteurs. Les États membres adoptent à l'unanimité la stratégie européenne de sécurité présentée par Javier Solana. Une stratégie qui prône un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace. C'est la première fois que les Européens pensent le monde et l'action de l'Europe dans le monde indépendamment des États-Unis. C'est un texte qui est fait par les Européens, y compris avec les Britanniques, pourtant très opposés à nous sur l'affaire irakienne. Et c'est un texte qui prend le contre-pied systématique de toutes les positions que les Américains avaient définies dans leur propre stratégie de janvier 2003. C'est l'âge d'or de la défense européenne. Des missions sont lancées à travers le monde avec une approche militaire, mais aussi civile pour régler les conflits. Du côté de Bruxelles, on veut aussi afficher une ambition industrielle. Alors on crée une agence dont les contours restent flous, mais l'idée est là. L'Agence européenne de défense ouvre ses portes en 2004. L'ambition était remarquablement imprécise. Mon mandat avait pour but de créer une agence dans les domaines du développement des capacités militaires, de la recherche, des achats et des armements. En fait, c'était très marrant. En fait, on arrivait chacun de notre pays, on s'est retrouvés dans des petits bureaux qui nous avaient été prêtés au début sur le rond-point Schuman, là, au cœur de l'eurocratie. Et donc, il y avait un Anglais qui était le chef, qui était un diplomate britannique très subtil, très fort. Il y avait un vieux fonctionnaire allemand chevronné, expérimenté. Il y avait un général italien, malin, un peu italien. Et il y avait un général belge, qui était lui aussi plein de bonne volonté. Et puis, il y avait un fonctionnaire suédois. Moi, je le dis souvent, il y avait une ambiance de start-up multinationale dans un contexte, naturellement, de fonction publique européenne. C'était vraiment un moment tout à fait intéressant, en tout cas dans ma carrière. Mais le problème,
est survenue lorsqu'on a commencé à demander aux gens de dépenser leur budget défense d'une manière un peu différente de celle qu'ils avaient planifiée à l'échelle nationale. Les ministres, vous savez, sont heureux de dire « Oui, nous allons faire cela ». Le directeur général dit « peut-être ». Et ensuite, le colonel dit « Oh non, nous ne pouvons pas faire cela, nous avons déjà tout planifié. J'ai promis que cet argent irait à un sous-traitant national. » Était-ce Saint-Augustin d'Hippone qui priait « Oh Dieu, accordez-moi la chasteté. » Mais pas maintenant. Arrive le traité de Lisbonne. C'était là que nous attendions, nous à Bruxelles à l'époque, puisque j'y étais, nous attendions en fait que ce soit le début d'une ère nouvelle pour l'Europe de la défense. Le traité dit une politique de défense conduisant à une défense européenne. Hein. Ça reste l'ambition. Et c'est ce traité dont une partie est issue de l'ancienne Constitution européenne qui n'a pas été adoptée, qui consacre pour la première fois, s'agissant de la défense européenne, des intentions, des orientations et des outils. Le traité de Lisbonne apporte des progrès considérables. Premièrement, la création d'un service diplomatique européen. Deuxièmement, une clause de solidarité entre Européens en cas d'attaque terroriste ou de catastrophe naturelle importante. Troisièmement, une clause d'assistance mutuelle. Et quatrièmement, l'introduction d'une dose de flexibilité dans la défense, de façon à ce que ceux qui veulent aller plus vite et plus loin ne soient pas empêchés par ceux qui ne sont pas prêts ou qui ne veulent pas faire des avancées. Qu'est-ce qui a coincé? Beaucoup de choses. La première chose qui a coincé, je pense, à partir de 2009, ça a été la crise économique. La crise économique qui frappait très fort depuis 2008, mais qui a incité tous les gouvernements européens à réduire en priorité les budgets militaires. Il n'était plus question de lancer des programmes d'armement en commun, mais il était aussi de moins en moins question d'intervenir. Et donc, les interventions de l'Union européenne dans les crises à ce moment-là ont été très vite réduites. La défense européenne est à nouveau renvoyée à plus tard. Et l'OTAN retrouve son image de forum privilégié pour la défense de l'Europe. Je me souviens avoir échangé avec des collègues à cette époque-là. La plupart disaient, bon, la France a compris que l'Union européenne, c'était pas sérieux et que la seule organisation crédible pour assurer notre sécurité et notre défense, c'est l'OTAN et c'est donc la garantie de sécurité américaine. Mais la France avance à nouveau sa carte. 20 ans après le discours de Jacques Chirac, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de tenter un compromis. Plus l'Europe de la défense sera aboutie, plus la France sera résolue à reprendre toute sa place dans l'OTAN. La France va rejoindre la structure militaire intégrée de l'OTAN après 43 ans d'absence. Et comme d'habitude, en espérant la relance de la défense européenne. À nouveau, le monde change avec la deuxième décennie des années 2000. La crise au Mali fait suite aux crises en Libye et en Syrie et place à nouveau l'Union européenne devant ses responsabilités. La réalité, c'est que la France reste le seul pays aujourd'hui en Europe à être en capacité politique, institutionnelle et capacitaire, militaire, de mener ce genre d'opération avec de si faibles préavis. En quelques heures, vous pouvez déclencher une opération militaire massive et avec un vrai effet, là où évidemment la plupart des pays européens ont des systèmes parlementaires beaucoup plus lourds, alors peut-être plus transparents et plus démocratiques, mais qui les empêchent complètement d'envisager ce genre de réponse militaire. En 2014, l'Europe déjà confrontée à l'instabilité au sud de ses frontières est ébranlée par une guerre qui se déclare cette fois-ci sur son flanc est et détériore gravement les relations avec Moscou.
Il y a eu deux grands chocs pour l'Allemagne, ou deux grands changements. Le premier était en 2014, annexion de la Crimée et guerre dans l'est de l'Ukraine. Puis l'intervention russe en Syrie, qui ont interrogé les fondements de la perspective allemande. L'idée que l'on peut coopérer avec la Russie, l'idée que des moyens militaires ne seront plus déployés en Europe, que la défense collective est en réalité un thème un peu dépassé. Tous ces principes ont été profondément remis en question par l'Allemagne en 2014. Et ce choc, fin de l'ordre sécuritaire européen, relations compliquées avec la Russie depuis ce moment-là, a demandé un énorme apprentissage de la part de l'Allemagne. L'état d'urgence, des victimes à terre, des blessés graves. En quelques heures, 3 commandos terroristes ont semé la terreur dans Paris. Les attaques terroristes qui touchent l'Europe et en particulier la France vont bouleverser l'Union européenne et renforcer le sentiment de solidarité. Cette fois, c'est bien l'Europe qui est attaquée. Après les attentats de Paris, la clause d'aide et d'assistance mutuelle prévue par le traité de Lisbonne est activée à la demande de la France. Après les attentats de Paris en 2015, l'Allemagne s'est très rapidement décidée à contribuer à une coalition anti-Daesh, ce qui était même extrêmement rapide pour un pays comme l'Allemagne. Leur capacité d'engagement est due à leur analyse sécuritaire, mais aussi à leur volonté très forte de montrer qu'ils sont solidaires des partenaires les plus importants d'Europe. Ce sont à la fois des motivations de sécurité et des réflexions liées à la politique et à la solidarité vis-à-vis des alliés qui expliquent cela. Le Brexit sonne comme un coup de tonnerre qui va accélérer les efforts, mais aussi la confusion des Européens. Je reste persuadé que le départ du Royaume-Uni est un affaiblissement, qu'il vaut mieux être autour de la même table et de vouloir être autour de la même table. Ils ont choisi de devenir solitaires plutôt que de rester solidaires, donc il faut retrouver un partenariat différent. Il faut bien reconnaître que très concrètement et à plus court terme, ça a levé un certain nombre d'hypothèques sur des projets en matière de défense qui étaient bloqués par la vision idéologique et souvent de mauvaise foi britannique de s'opposer à tout en matière de politique de sécurité et de défense. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. Depuis que nous avons voté en faveur de la sortie de l'UE, la classe politique britannique tient de plus en plus des discours comme « Ok, nous quittons l'Union européenne, mais pas l'Europe, et nous restons totalement liés à la sécurité de l'Europe. » Et cela ne signifie pas seulement l'OTAN. Nous voulons cette relation de défense étroite avec l'UE après notre départ. C'est comme une renaissance pour la Grande-Bretagne. Ce qui fait le plus peur à l'Allemagne, avec toute cette thématique du Brexit, c'est ses répercussions sur la cohésion. C'est la grande inquiétude, que la coopération européenne et le projet d'intégration puissent continuer de se délabrer. Une ambition politique et de défense pour l'Europe, c'est une vision très française. La réalité aujourd'hui, c'est quand même que dans la majeure partie, si ce n'est la quasi-totalité des capitales européennes, la pierre angulaire de la défense, ça reste l'OTAN et donc l'Alliance transatlantique. Moi, j'apprécie le lien transatlantique, malgré Trump et tout le reste. La paix en Europe n'aurait jamais été possible sans la protection américaine, parce que jamais les Français n'auraient fait confiance aux Allemands, parce qu'il n'y aurait même jamais eu la possibilité de faire la paix. Ce qui signifie que le partenaire américain est un élément constitutif de cette paix européenne. Et à l'époque, c'est la France qui a empêché le renforcement d'une défense commune dans le processus d'intégration européenne, à l'Assemblée nationale. Et donc, ce ne sont ni les Américains, ni les Allemands qui ont éliminé cette possibilité. C'est bien les Français de l'époque. Les Allemands ne tiennent pas tellement à ce que la défense européenne soit placée sous leadership français. Or, à l'heure actuelle, si vous voulez, les Britanniques partis, la seule défense complète et solide, y compris la dissuasion nucléaire qui existe en Europe, c'est bien la défense française. Et ça, je pense que ce n'est pas facilement acceptable, pas seulement pour les Allemands, mais pour un certain nombre de nos partenaires.
Malgré les réticences de certains pays de l'Union peu enclins à quitter la protection américaine, l'Europe de la défense, tant espérée à Lisbonne, fait son comeback avec un acronyme dont l'Union a le secret. La CSP, la coopération structurée permanente, c'est un mariage de la défense entre les 25 États membres. Ils se sont engagés légalement à opérer ensemble, à investir ensemble, à développer des capacités afin que leur plan de défense soit de plus en plus intégré. La CSP va vraiment être l'élément clé dans ce qui va se passer en Europe. Nous entrons dans une période décisive. The Permanent Structured Cooperation was launched on Monday by the foreign ministers of 25 member states. So an historic decision that turns the European Union into a credible security provider globally. Derrière le langage technocratique, l'événement se veut historique, sans doute un peu trop. Mais derrière les symboles, il y a aussi des avancées concrètes. Un QG européen permanent à Bruxelles. C'était une vieille idée, mais jamais mise en œuvre. Même si l'échelle est pour l'instant modeste, le MPCC, le premier QG de l'Union, est un véritable embryon d'armée européenne. Actuellement, nous avons 16 États membres présents au MPCC. L'Allemagne, qui est le plus grand contributeur avec près de 6 officiers, puis vient la France, l'Italie, la Belgique, l'Irlande, Malte, la Finlande, la République tchèque, la Roumanie. Et l'Espagne, bien sûr. I would like to report the situation in the north remains stable, but on a very low level. In the center, despite the slight decrease eventually related to the Chaque jeudi, les 3 missions extérieures au Mali, en Somalie et en République centrafricaine font leur rapport en visioconférence. Thank you, Peter, for your excellent work for the security is a priority for you and your staff. Have a very safe weekend and safe week ahead of you. Thank you very much. Pendant de nombreuses années, la stratégie globale de l'Union européenne est restée assez peu active. Mais en 2016, la vice-présidente Mogherini a joué un rôle majeur pour la relancer et les choses ont changé. Je pense que l'Union européenne a bien plus évolué ces 2 dernières années qu'au cours des 10 années précédentes. À Bamako, on suit attentivement la situation sécuritaire qui se dégrade dans le centre du pays et inquiète les acteurs européens présents sur place. Installé dans l'ancien hôtel Azalaï de Bamako, l'EUTM, la mission de l'Union européenne, est destinée à reconstruire les forces armées maliennes. Le lieu est unique, on y parle toutes les langues, pas moins de 25 pays européens sont représentés. Ici, on s'occupe de conseils et d'expertise au niveau stratégique. Au nord-est de la capitale malienne, le camp de Koulikoro est destiné à la formation d'unités combattantes. 14 000 soldats de l'armée malienne ont déjà été formés. Mais cette mission européenne exclut toute situation de combat. Il faut aller à Gao pour rencontrer des soldats européens qui mènent sur le terrain la lutte contre les groupes djihadistes. L'opération Barkhane, menée par la France avec quelques 4500 soldats, est la plus grosse opération extérieure française. Avoir un Daesh au Mali, c'est encore plus dangereux pour l'Europe qu'avoir Daesh à cheval entre la Syrie et l'Irak. La France y va en urgence. Et les autres pays européens ont été très peu nombreux à proposer d'aider.
Nos amis européens, en grande partie, et moi je peux les comprendre, sont sortis de l'histoire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes néerlandais, lorsque vous êtes finlandais, pourquoi allez vous battre ou vous risquez votre vie en Afrique, au Mali ? Il n'en voit pas vraiment la raison. La France a quand même essayé d'associer ses partenaires le plus qu'elle a pu. Et un certain nombre d'entre eux ont répondu très vite à sa demande, mais sous forme d'assistance logistique ou d'assistance matérielle, etc. Mais je vois que progressivement et au fur et à mesure que la situation évolue sur place, d'une part, les pays européens prennent davantage conscience des intérêts qui sont en jeu pour eux-mêmes et de la dangerosité aussi, et donc sont plus prêts à coopérer. L'Espagne, la Belgique et le Danemark ont rejoint l'opération Barkhane en appui logistique. Et malgré leurs relations parfois tumultueuses dans l'histoire de la défense européenne, les Britanniques sont bien présents aux côtés des Français. Nous avons 94 soldats, 3 hélicoptères Chinook, et notre mission n'est pas une mission de combat. Nous avons une longue histoire de coopération entre nos deux armées. Nos procédures sont similaires. Par exemple, nos hélicoptères Chinook sont escortés par les hélicoptères d'attaque ou de reconnaissance français. C'est vraiment un travail d'équipe. Très loin de leurs frontières, les Estoniens sont aussi venus à Gao prêter main forte à l'opération Barkhane. Cette coopération France-Estonie fonctionne aussi dans l'autre sens, avec des soldats français en Estonie pour des manœuvres le long de la frontière russe. Selon moi et selon l'Estonie, il est clair qu'on ne peut atteindre une sécurité maximale qu'avec le support mutuel de pays avec les mêmes valeurs et qui travaillent vraiment en coopération. Il nous faut être très ouverts d'esprit pour porter assistance et aider là où nous le pouvons. Car nul ne le sait, mais il se pourrait qu'un jour, nous ayons besoin de ce genre d'aide et de soutien d'autres pays européens. L'Estonie a déjà participé à des missions étrangères en Afghanistan, en Irak. Au Mali, il y a aussi des forces estoniennes qui travaillent dans le cadre de la mission européenne. Je dirais que nous sommes habitués à nous adapter aux particularités de ces opérations. Mon point de vue, c'est que si l'on veut contribuer à la défense de l'Europe, comme l'Estonie est en train de le faire, en montrant que nous ne sommes pas uniquement des consommateurs, mais que nous essayons également de contribuer à la défense de l'Europe, alors je pense que les autres pays pourraient également commencer à s'investir un peu plus. Les militaires français coopèrent avec d'autres nations européennes au Sahel. Dans le cadre des Nations Unies, le contingent allemand au Mali compte plus de 1000 casques bleus. Mais sans une plus grande implication de l'Europe, la mission apparaît de plus en plus difficile. En s'engageant au Mali, ce qui représente déjà une des plus grandes opérations de l'armée fédérale, l'Allemagne veut montrer qu'elle s'engage davantage sur le plan international, qu'elle se déploie plus largement, qu'elle prend au sérieux les inquiétudes de son partenaire français et qu'elle s'engage aussi davantage sur le plan militaire. En septembre 2016, l'Europe de la Défense lance un nouvel épisode avec une annonce inédite de Jean-Claude Juncker. Pour garantir la solidité de la défense européenne, l'industrie européenne de la défense
doit faire preuve d'innovation. C'est pourquoi nous proposerons, avant la fin de l'année, la création d'un Fonds européen de la défense pour stimuler activement la recherche et l'innovation. Obrigado, bedankt, mille grazie. Un fonds de défense doté de 13 milliards d'euros. Une première pour la Commission européenne qui n'avait jamais mis un centime pour la recherche et le développement dans le domaine militaire. Mais les négociations avec les parlementaires s'annoncent ardues. Il va falloir convaincre pour dégager les sommes et définir les règles d'attribution des aides. La commissaire polonaise, Elżbieta Bieńkowska, se lance dans la négociation et cherche avant tout à rassurer les États inquiets d'un affaiblissement de l'OTAN. Nous avons rendu public notre première proposition. Comme vous le savez, une majorité d'États de l'Union européenne sont aussi membres de l'OTAN. Or, nous avons découvert à notre grande surprise que les États membres étaient favorables et que la résistance que j'avais anticipée n'était pas si marquée. Ils ne s'opposaient pas tant que ça à cette idée. Mais les résistances vont apparaître dans les différents groupes parlementaires. Nous sommes très déçus que le Parlement européen ne soit pas davantage impliqué dans la prise de décision de ces projets qui portent sur un montant de 13 milliards. Pour nous, le comité qui sélectionnera les projets et prendra les décisions finales est trop proche du monde industriel. Et nous craignons que l'industrie se serve copieusement, se répartisse les sous et que les besoins réels ne soient pas un critère de choix. La pression monte. Certaines déclarations auprès des médias laissent planer des doutes sur l'adoption du Fonds européen de défense. Les positions de certains parlementaires peuvent encore changer et l'ombre des Américains plane. Vous n'imaginez pas le lobbying qui a été fait par les Américains et qui est fait par les Américains pour essayer de freiner ce développement de l'Europe de la défense. Ça se traduisait comment, par exemple, vous pouvez me dire? Des pressions de tout genre, hein, des mails envoyés, des rendez-vous, des repas qui sont offerts pendant lesquels on va expliquer le bien fondé qui consisterait à freiner et à ne pas aller trop vite, etc. Malgré les pressions, le Parlement européen approuve l'accord partiel sur la création et la dotation financière du Fonds européen de la défense. Mais cette somme devra encore faire l'objet de négociations dans le cadre du budget à long terme de l'Union européenne. Et c'est le nouveau Parlement, issu des dernières élections, qui tranchera. Des pays comme la France et l'Allemagne voient cela comme un progrès et l'ont soutenu. D'autres pays, comme la Pologne par exemple, sont tout à fait critiques parce qu'ils craignent que l'Europe prenne trop de pouvoir. Ils sont également critiques parce que les Américains le sont. Le gouvernement américain a fait savoir son profond désaccord dans les dernières semaines. L'accord sur le Fonds européen de défense représente un renversement considérable des 3 dernières décennies d'intégration accrue de la défense transatlantique. Avant que ces textes n'aillent plus loin, nous vous encourageons à les revoir avec un œil sur les objectifs à long terme de notre partenariat sur la sécurité transatlantique. Et je peux vous assurer que ce fonds rend hystériques les Américains, parce qu'ils voient bien que c'est un fonds pour acheter matériel européen. Donc eux disent, nous voulons être dans ce fonds. Nous voulons que, éventuellement, vous achetiez aussi, il est hors de question que vous expulsiez les entreprises américaines d'Europe. C'est un avion de chasse de monomoteur multi-rôle. La bataille commerciale s'annonce tendue. Au Salon du Bourget, le premier salon aéronautique du monde, et l'initiative du Fonds européen de la défense tant décriée par les Américains fait réagir les industriels. La réaction américaine leur appartient, je n'ai pas de commentaire à faire en particulier. Simplement, si je l'observe vu d'un industriel européen, la mobilisation de l'effort américain pour les sociétés américaines aux États-Unis est forte.
On la connaît depuis bien longtemps et avant même que le slogan « America First » ne soit lancé par le président actuel. Donc les petits 13 milliards d'euros de l'Europe sont tout petits à côté de cette mobilisation. Donc je pense qu'il faut d'abord qu'elle revienne vers les industriels européens. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la plupart des pays européens continuent d'avoir une véritable préférence vis-à-vis des États-Unis. Et donc il me semble qu'il est préférable d'investir et de construire, comme l'Union européenne s'apprête à le faire, en faveur d'une base industrielle de défense européenne. Tous les industriels n'étaient pas dans cette conviction européenne. Aujourd'hui, ils sont tous alignés, y compris en France. Donc, vous ne verrez pas un industriel aujourd'hui de l'armement qui ne plaide pas au jeu européen. L'Europe est plus à l'aise avec le marché qu'avec les décisions politiques. Mais la défense n'est-elle pas avant tout une affaire de politique? Je crois que c'est une erreur de penser que la coopération industrielle peut créer de l'intégration politique. Si on veut créer du volontarisme politique, il faut de la volonté politique et on ne peut pas s'en remettre au marché, et en particulier au marché de l'armement, pour faire ce que le politique ne voudrait pas faire. Le Salon du Bourget est une belle vitrine et l'Europe de la défense veut afficher un symbole politique fort. Le futur avion de combat SCAF est le fruit d'une coopération entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Il n'est encore qu'une simple maquette, mais encore une fois, le cérémonial est soigné. C'est vital car les Chinois sont partis à développer leur propre savoir-faire, technologie et donc leur propre système futur, y compris les avions de combat, y compris les avions de combat sur porte-avions. De leur côté, les Américains ne seraient pas fâchés de voir des avions américains partout en Europe. On voit déjà un certain nombre de pays qui ont choisi le F-35, ce qui est malheureux pour cette construction européenne et cette souveraineté européenne. C'est absolument décisif, parce que c'est l'avenir de Dassault, c'est l'avenir aussi de la branche aéronautique d'Airbus dans le domaine militaire. Sans le SCAF, les Européens sont pratiquement séchés par le F-35, donc c'est un vrai enjeu. Le problème, c'est celui des exportations. Comment peut-on par la suite exporter cet armement qui est un produit collectif ? Et cette question très controversée tient une grande place dans les débats internes de la politique allemande. Et selon les Français, la question des exportations doit être réglée très prochainement, avant que les gros investissements ne commencent à émerger, parce qu'à terme, la survie de ce projet en dépend. Comme d'habitude dans l'histoire de la défense européenne, la France veut ajouter sa note et lance sa propre initiative et un nouvel acronyme. L'IEI, l'Initiative européenne d'intervention, vise à créer une culture stratégique commune et à renforcer la capacité des Européens à agir ensemble. À ce jour, 10 pays l'ont rejoint. Ça veut dire que les États européens qui étaient jusqu'alors les plus nerveux sur les sujets de défense, qui parfois n'avaient conçu leur protection que pour les uns dans un rapport particulier avec la Russie, pour les autres que dans une relation à l'OTAN, considèrent que l'Europe doit redevenir souveraine sur le plan de la défense. Ce n'est pas une initiative qui vise à remettre en cause l'OTAN, mais elle est complémentaire. Après Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron reprend à nouveau la formule consacrée qui ménage l'OTAN et plaide pour la souveraineté européenne en matière de défense. La particularité de cette initiative, c'est qu'elle se situe hors traité d'Union européenne. Deuxième particularité, elle est donc ouverte à des pays non membres de l'Union européenne, et notamment les Britanniques, qui sont pour l'instant membres, mais qui ne le seront peut-être plus bientôt avec le Brexit. Et c'est donc, je crois, une idée de façon à garder les Anglais arrimés à la défense européenne, parce que c'est vrai que se défendre sans eux, ce serait quand même se défendre en perdant un très gros capital militaire. La longue saga de la défense européenne se poursuit. Et le mot renouveau est dans l'air du temps. Mais les espoirs déçus sont une constante dans cette histoire sans fin. Or, le monde s'accélère et l'Europe n'aura peut-être bientôt plus le choix.
crois que les opinions européennes vivent encore dans le rêve selon lequel c'est pas obligatoire que l'Europe se transforme en puissance. Et moi, je pense l'inverse. Je pense que si l'Europe n'est pas une puissance, elle sera impuissante, comme aurait dit la Palisse, et elle sera dépendante des autres, et on est déjà beaucoup trop dépendants de façon insupportable. Donc il faut construire une autonomie. Qu'allons-nous faire de la Chine? Enfin, nous savons ce qu'il va se passer. Dans 5 ans, si nous n'avons pas élaboré de politique européenne, Washington nous dira quel est notre rôle dans l'opposition à la Chine. Nous avons d'un côté une Europe très forte qui couvre tous les domaines politiques en les intégrant de plus en plus profondément. Et de l'autre, la défense, qui s'est organisée dans un cadre tout à fait différent. La question est alors la suivante. L'Europe va-t-elle réussir à regrouper ces deux pôles de développement? Est-ce que le fils perdu qu'est la défense va réussir à revenir sur les genoux de l'Europe, sa famille? Les cultures stratégiques, c'est quelque chose de très profond. Ce ne sont pas que des tabous philosophiques ou de convictions, ce sont des histoires, ce sont des institutions, et pour faire évoluer les choses, il faut vraiment beaucoup de conviction et de patience. Les Européens seront obligés de se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent être dans ce monde? Est-ce qu'ils veulent être juste une annexe de l'Empire américain, c'est-à-dire de subir des règles qui auront été négociées entre les Américains, les Chinois et les Russes, mais sans participation européenne? Ou est-ce qu'ils veulent être à la table des négociations pour défendre une vision européenne du monde, des valeurs européennes? Si les Européens désirent ça, alors la question de l'Europe politique passe par la crédibilité militaire des Européens.